J'accueille donc maintenant sur le plateau de Dimanche en Politique Jordan Bardella, bonjour. Bonjour Monsieur Le Tellier. Vous sortez un deuxième livre qui s'appelle « Ce que veulent les Français ». Alors vous voyez, les Français, ils n'attendent pas forcément de savoir ce que vous attendez d'eux. Eux, ils vous disent ce qu'ils attendent de vous directement, justement. Je vous dis ça parce que dans les départements où les viticulteurs ont manifesté hier, des départements du Sud-Est, ce sont très majoritairement des députés du Rassemblement national. Donc, ils vous interpellent aussi quand ils manifestent. Quelle solution vous leur proposez à eux ? D'abord, merci pour votre invitation. Le monde agricole est dans une très grande souffrance. On parle de l'agriculture. L'agriculture est un tout. Il y a la viticulture qui souffre, il y a nos éleveurs qui souffrent. Moi, je mène un combat très important en ce moment au Parlement européen contre le Mercosur depuis plusieurs mois, qui est un nouvel accord de libre-échange qui va encore accroître la concurrence déloyale avec l'agriculture française et qui va évidemment mettre nos agriculteurs dans une situation de très grande souffrance. L'agriculture, c'est une part de nous-mêmes. Et aujourd'hui, les agriculteurs français, que ce soit des viticulteurs, des producteurs, des éleveurs, n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et donc, l'ambition que nous portons, c'est d'abord de réaffirmer une vision pour l'agriculture française. Aujourd'hui, la multiplication des normes qui touchent notamment nos viticulteurs, sous le poids notamment de contraintes environnementales qui sont imposées par l'Union européenne, fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes agriculteur ou viticulteur, non seulement vous n'arrivez pas à vivre de votre travail parce que la concurrence déloyale est trop importante, mais la surchauffe réglementaire qui pèse aujourd'hui sur vos exploitations, quand les produits avec lesquels vous êtes mis en concurrence ne sont pas soumis aux mêmes normes sanitaires, économiques ou sociales, sont un véritable casse-tête. Donc moi, je propose une pause réglementaire. Je souhaite simplifier drastiquement l'économie française. Et si demain, je suis à la tête du gouvernement, nous allons consulter l'ensemble des filières professionnelles pour récupérer filière par filière les normes qui posent problème. Et d'un trait de stylo, je rayerai l'ensemble de ces normes qui sont un impôt papier qui constitue un boulet pour l'économie française. Vous savez, ce qu'on appelle l'impôt papier, c'est-à-dire la norme, ça nous coûte 4% du PIB, c'est 60 milliards d'euros par an de création de richesse en moins. Il y a l'impôt qu'on paye en tant que charge, mais il y a aussi évidemment ces normes qui pèsent sur nos viticulteurs. Vous avez pointé du doigt le Mercosur. Dans quelques jours, au Parlement européen, ça reviendra en discussion. Ce Mercosur, ce traité de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Emmanuel Macron, après avoir semé le doute, l'a redit. En l'état des choses, on ne le signera pas. Est-ce que vous pensez, vous d'abord, qu'il sera possible d'y faire obstacle ? Le président de la République n'a pas semé le doute. Il a menti et trahi. Lors de la campagne des élections européennes, je l'avais dit à nos compatriotes, je l'avais annoncé, la façon dont les macronistes, à commencer par le président de la République, cherchaient à mettre cet accord sous le tapis, permettait en réalité de gagner du temps, le temps des élections, pour éviter une colère du monde agricole. Moi, je le vois au Parlement européen depuis maintenant plusieurs années. Les macronistes soutiennent la multiplication d'accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas nos standards. Et que ce soit sur la question du soja, de la volaille, de la façon dont on traite ces grandes fermes au Brésil notamment, qui sont évidemment sans commune mesure avec la taille des exploitations françaises. Oui, mais l'agriculture française est systématiquement sacrifiée dans ces accords de libre-échange. Et pour permettre, en Europe, Monsieur Le Tellier, à l'Allemagne d'exporter des Mercedes, l'Union européenne choisit à chaque fois de sacrifier l'agriculture française. Donc, juste, le président de la République a menti. Il a dit à plusieurs reprises que cet accord ne lui convenait pas. Or, on voit que maintenant que les élections sont passées, il accélère sur cet accord et ça va avoir évidemment des conséquences très lourdes sur l'agriculture française. Donc moi, je propose que la France prenne la tête d'une minorité de blocage au sein du Conseil, que la France, de manière unilatérale, rejette l'application du Mercosur, parce qu'encore une fois, il en va non seulement de la vie de nos agriculteurs, mais de notre souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on a des alliés ? Il y avait l'Italie, il y avait la Pologne, mais commence à se dire, bon, on peut peut-être revoir aussi ça, quoi. Pour une raison très simple, à partir du moment où les grandes économies, et je ne fais insulte à personne en disant que la France, par rapport aux autres, est une plus grande économie, à partir du moment où ces grandes économies, que ce soit l'Allemagne et la France, mettent un genou à terre, évidemment que les plus petites économies de la zone euro, je dirais, suivent le mouvement. Mais on avait la possibilité de bloquer le Mercosur et je pense que la France, compte tenu de la question, de l'urgence existentielle qui pèse aujourd'hui sur le monde agricole, doit faire la chaise vide au Conseil et doit menacer de suspendre la contribution de la France au budget de l'Union européenne si nous n'avons pas gain de cause sur ce sujet. Parce que, encore une fois, point de pression pour vous. Monsieur Le Tellier, si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant pour protéger l'agriculture française et pour protéger nos agriculteurs, dans 10 ans, alors qu'un agriculteur sur 2 s'apprête à arriver en retraite dans la décennie qui vient, il n'y aura plus aucune exploitation agricole en France. Et moi, je ne m'y résous pas. Puisque vous parlez de retraite, on a bien entendu, vous demandez à ce que la France suspende, c'est le moyen de pression, suspende sa participation financière, si évidemment le Mercosur devait passer en force. Absolument. Autre sujet de préoccupation, vous le disiez, c'est les retraites, qui est au cœur des débats justement, la suspension de la retraite à 64 ans. Elle a été votée par l'Assemblée nationale avec le soutien du RN, du Bloc central et du Parti socialiste. Maintenant, la question des retraites est dans les mains du Sénat. Et dès hier, en commission, les sénateurs, en majorité LR, ont annulé cette suspension.
Question toute simple. Si, au bout du compte, au bout de tous les débats, il n'y a pas de suspension de la retraite à 64 ans, que fait le Rassemblement national? Ah, nous l'avons dit, nous ne voterons pas le budget, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y ait les quelques mois de suspension, parce que ce n'est pas une abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi est-ce que nous sommes opposés et pourquoi est-ce que nous avons été... Pardon, on votera contre, quoi qu'il arrive. Nous voterons contre le budget, nous voterons contre, évidemment, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est bien normal. Parce que quand on propose un budget aux Français qui va augmenter de 20 milliards d'euros les prélèvements obligatoires et qui va aggraver de 30 milliards d'euros la dépense publique, alors même qu'il faudrait faire des économies dans la mauvaise dépense publique pour redonner des marges de manœuvre sur le plan fiscal aux Français et aux entreprises, on ne peut évidemment pas accompagner ce budget qui a été construit par les macronistes et par le véritable Premier ministre qui s'appelle Olivier Faure. J'entends bien, j'ai entendu, mais il y a un piège. Et Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, le dit. La suspension de la réforme des 64 ans, elle est liée au budget. Donc si vous ne votez pas le budget, vous ne votez pas la suspension de la retraite à 64 ans. Vous êtes dans un piège. Mais pardon, monsieur Le Tellier, je ne m'appelle pas Olivier Faure. Donc ce n'est pas moi qui me suis fait enfumer. Le Parti socialiste a accepté d'être la béquille du gouvernement. Monsieur Faure a développé une espèce de syndrome de Stockholm à l'égard d'Emmanuel Macron et du Premier ministre qui consiste à tout céder aux macronistes pour permettre aux macronistes, alors qu'ils sont socialistes, de se maintenir coûte que coûte et vaille que voille au pouvoir pour... évidemment, éviter la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, nous voterons contre quoi qu'il arrive. Oui, mais maintenant, vous voteriez contre le budget qui supprimerait la suspension. Donc, vous me reprochez de ne pas voter les augmentations d'impôts? Non, c'est pas ça que je parle de tout. Mais d'accord. Je parle de la suspension des retraites. Moi, je n'ai pas dealé, si vous voulez, avec les macronistes. Donc, ceux qui sont en train de se faire enfumer aujourd'hui sur une abrogation qui n'est pas une abrogation, ce sont évidemment les socialistes. Mais tout ça est fait. Et on voit bien la façon dont les macronistes sont prêts à sacrifier père et mère pour rester au pouvoir, pour éviter une dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, sur la retraite, pourquoi est-ce que moi j'étais opposé à cette réforme? Parce que je la trouve injuste socialement et inefficace économiquement. On voit bien qu'elle ne résout pas le déséquilibre qui existe aujourd'hui et qui va exister dans les prochaines années dans le système des retraites, parce qu'on a de moins en moins de personnes qui cotisent pour de plus en plus de retraités. Donc il faut évidemment revoir l'ensemble du système. Et nous avions défendu une durée de cotisation à 42 ans. On va y revenir. Mais juste, vous avez vu aussi toujours Amélie de Montchalin qui dit, avec l'accord du Sénat, pour l'instant, que peut-être que pour aider au rétablissement du déficit, il faudrait que les retraités les plus aisés contribuent plus. C'est-à-dire que, par exemple, la revalorisation des retraites concerne tout le monde, sauf les plus aisés. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? On se rend compte que les macronistes font systématiquement, avant d'aller faire la chasse à la mauvaise dépense publique, des économies sur la France qui travaille ou la France qui a travaillé. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je refuse de mettre sur la table des économies sur la France qui travaille ou encore une fois, ou sur la France qui a travaillé, qui a cotisé toute sa vie, avant même que les mauvaises économies dans la mauvaise dépense publique aient été chassées des dépenses de l'État. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il est absolument aberrant qu'alors que nous avons 3300, bientôt 3400 milliards d'euros de dettes, que les macronistes aient fait plus de dettes depuis 2017 que dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, que nous avons un niveau de déficit et de déficit commercial record, que l'Assemblée nationale examine dans le cadre du budget les recettes avant même d'examiner les dépenses. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on fixe le niveau de l'impôt avant même de savoir la dépense publique qu'on va potentiellement remettre en cause. Pour être très clair, vous êtes contre la surtaxation des retraités les plus aisés. Nous avons une liste d'économies. Cette liste d'économies, nous l'avons chiffrée à 50 milliards d'euros. Dans la fraude sociale, la fraude fiscale, le coût considérable que représente l'immigration sur les finances publiques, la contribution de la France au budget de l'Union européenne, le fonctionnement de l'État. L'État doit réduire sa voilure. Nous devons débureaucratiser l'administration. Tant qu'on n'a pas fait ces économies-là, je refuserai d'aller demander des efforts aux gens qui travaillent, aux gens qui ont travaillé, parce que non seulement c'est cynique, mais c'est incompréhensible de la part des gens à qui on demande des efforts, y compris à nos retraités qui, bien souvent, n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Je vous rappelle qu'il y a un retraité sur 3 qui renonce à se soigner parce que le reste médical est trop important. Donc, faisons la chasse à la mauvaise dépense publique, faisons des économies dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans, et ensuite, on pourra discuter de la façon dont on fixe l'impôt. Plus généralement, moi, je suis favorable à la paix fiscale, et si demain nous sommes à la tête du pays, eh bien, nous baisserons la fiscalité qui sera compensée par des économies dans la mauvaise dépense publique. Vous êtes dans votre programme pour la prochaine présidentielle. Est-ce qu'il y aura toujours la retraite à 64 ans pour ceux qui ont travaillé depuis l'âge de 20 ans avec 40 annuités? Alors d'abord, dans la réforme que nous avions proposée en 2022, c'était 62 ans et 42 annuités. Tout à fait. Sauf pour ceux qui ont commencé tôt. La réforme, d'abord, cette réforme en 2022, qui avait évolué par rapport à 2017, prenait en compte la situation cataclysmique des finances publiques. Nous allons hériter d'une situation
financière, d'une situation budgétaire qui va être très difficile. Donc, moi, je suis attaché aux 42 annuités de cotisation, parce que c'est clair, tout le monde le comprend, et nous avions défendu en 2022 un départ à l'âge légal de 62 ans. Mais évidemment que cette mesure des 60 ans, pour ceux qui ont travaillé avant 40 ans, et 40 ans d'annuité, est-ce que vous la maintenez? Alors, cette disposition, elle vise les carrières longues. Et nous souhaitons maintenir, et je l'ai dit d'ailleurs, si nous avions remporté les élections législatives, ceux qui ont commencé à travailler très tôt doivent partir beaucoup plus tôt. Mais comprenez bien que dans un système où ceux qui travaillent... 60 ans, vous avez raison. Mais comprenez que dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, on a un problème à l'entrée du système et à la sortie du système. Le taux de chômage des seniors, il est trop important. Et les jeunes rentrent trop tard sur le marché du travail. Et donc je propose, et je l'ai développé notamment dans ce livre, de mettre en place sur le modèle suisse ou sur le modèle allemand un collège modulaire pour faire en sorte qu'on arrête d'avoir toute une classe d'âge qui finissent à l'université en deuxième année de licence de sociologie. On a besoin de revaloriser nos métiers manuels, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin d'ingénieurs. Et donc, si demain nous sommes à la tête du pays, nous ferons en sorte que dès le collège, eh bien, quelqu'un qui a plus d'appétence pour les métiers manuels puisse se diriger vers la voie de la formation professionnelle ou vers la voie de l'apprentissage. Mais c'est une proposition qui est très claire. Non, mais je l'entends bien. Merci. Mais je reviens à ma question d'avant. Pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans, pourront partir à 60 ans avec 40 ans de cotisation. Vous pourrez partir, dans la réforme que nous avions proposée en 2022, c'est toujours évidemment beaucoup plus tôt. Et ce sera toujours le programme de 2027. Je l'ai dit d'ailleurs. C'est ça que je veux savoir. Est-ce que ce sera toujours dans le programme de 2027 ? On a discuté de cette question-là lorsqu'il y a eu des élections législatives et que nous pouvions remporter ces élections législatives. J'ai dit de manière très simple que notre effort financier irait en priorité vers les carrières longues. Et donc ceux qui ont commencé à travailler très tôt pourront partir beaucoup plus tôt. Maintenant, au-delà de 20 ans ou 22 ans, c'est normal qu'il y ait une progressivité. Et cette progressivité, elle allait dans notre réforme. Non, dans notre réforme, elle allait à 42 annuités et 62 ans, bien sûr. 42 annuités. Mais encore une fois, je vous dis, monsieur Letellier... Vous ne vous situez pas sur cette histoire. Non, je pense que le problème de notre pays, parce que la question des retraites, elle est éminemment complexe. Et ce sera l'un des grands enjeux de l'élection présidentielle. Je me dis, il y a un changement. Vous ne reprenez pas ces 60 ans. Il n'y a aucun changement, monsieur Letellier. Mais juste, les gens qui nous regardent voient année après année se multiplier les propositions de réforme dans le système des retraites. Or, on voit bien que même la réforme d'Emmanuel Macron, qui proposait d'aller même plus loin, et j'ai été opposé dans l'âge de départ légal parce qu'elle était très dure pour les gens qui ont commencé à travailler beaucoup plus tôt, ne règle pas la question du déséquilibre. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui, en quantité, travaillent dans notre pays. Et l'une des réponses serait de pousser plutôt les jeunes vers le marché du travail, parce que le premier emploi stable dans notre pays, c'est 27 ans, c'est 23 ans en Allemagne. Or, ces 4 années, c'est 4 années de PIB et de cotisations qui sont perdues pour le financement du système de retraite. Mais je vais vous dire, je pense qu'il y a eu de l'insincérité dans les comptes de l'État et que le déficit des retraites est beaucoup plus grave que présenté par les macronistes. Vous le disiez dans votre livre, vous allez 2 fois en séance de dédicace avec votre nouveau livre, vous faites un tour de France qui pourrait ressembler à une pré-campagne présidentielle. Vous allez dire non, mais on a le droit de le penser, si Marine Le Pen devait laisser sa place, par exemple. Pour se souvenir du 13 novembre, le RN a fait cette semaine entendre 2 voix et donné à voir 2 styles. Quand nos compatriotes sont pris pour cible par la barbarie, nous percevons en même temps que la tragédie le lien charnel, fraternel qui nous unit. L'islamisme n'a pas reculé, il s'est enraciné. Il prospère dans nos quartiers et gangrène nos écoles. Unité du pays pour Marine Le Pen, danger de l'islamisme pour Jordan Bardella, qui a même regretté de ne pas avoir été convié aux cérémonies. Répartition des rôles ou début de succession. Depuis leur entrée politique en septembre, la stratégie évolue. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un retour aux urnes. Dit autrement, un mois plus tard. On est sur le terrain, on est au milieu des Français et on est évidemment prêt à proposer pour le pays un projet d'alternance que nous espérons pouvoir mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Pour Marine Le Pen, suspendue à son destin judiciaire, il faut feindre d'organiser la suite, sortir de l'Assemblée nationale, s'aérer pour exister. Aujourd'hui, je suis ici. Ça vous pose un problème? Chaque vote compte. Oui, mais vous savez quoi? C'est les électeurs qui en décident. Mais justement, quel sera le choix proposé aux électeurs du RN? Quel candidat? Je pense que Jordan Bardella sera le candidat. Je pense qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne vois pas comment Marine Le Pen le sera et parce que de toute façon, je pense qu'il a bien l'intention de l'être et qu'il ne fait plus beaucoup cas de Marine Le Pen. Jordan Bardella se prépare. La tournée promotionnelle de son 2e ouvrage est l'occasion de labourer le terrain sur fond de pré-campagne municipale. Je ne peux pas me cacher, j'écris des livres et je fais aussi de la politique à côté. Donc voilà, je ne peux pas me cacher. Il y a sans doute ici des gens qui viennent avec l'ambition, l'espoir de nous voir arriver au pouvoir un jour. Vous êtes venu pour l'écrivain ou pour le candidat? Pour le candidat surtout. Et preuve que l'on est rentré en campagne, chaque étape est l'occasion de ripostes et de manifestations de la gauche.
Je pense que c'est très important de montrer qu'on n'a pas envie que tout le monde revienne au niveau du RN. On voit très bien qu'ils votent pour les ultra-riches et qu'ils ne votent pas du tout pour ce qu'ils disent en communication. C'est très étrange que la gauche se mobilise contre un livre. Je pensais que c'était le parti de la culture, le parti de Charlie, le parti de la liberté d'expression. Jordan Bardella, il était question dans ce reportage des municipales qui ont lieu dans 4 mois. Vous avez déjà investi plus de têtes de liste que la dernière fois. Absolument. Il y a 2 tours. Est-ce que vous êtes prêt à des alliances, si besoin, pour décrocher des municipalités ? Oui, ça peut faire partie bien sûr des scénarios qui sont sur la table. Ça dépend avec qui, ça dépend. C'est justement la question que j'allais vous faire. poser. Avec qui ? Alors d'abord, il n'y a pas une élection municipale, il y a des élections municipales. Il y a autant d'élections municipales, vous le savez, monsieur Letellier, depuis le temps que vous suivez la politique, il y a autant de communes en France. Donc ça peut être des alliances. Nous partons naturellement sous nos couleurs, qui sont d'abord une teintée de coalition, puisque ces listes sont des listes Rassemblement National UDR, Union des droites pour la République, et le parti ami du Rassemblement National d'Éric Ciotti, l'ancien patron des Républicains, qui a pour but de construire une passerelle avec les déçus des Républicains et avec ceux qui ne se reconnaissent plus dans la macronisation de cette droite. Maintenant, si dans le cadre d'un second tour, des hypothèses et des scénarios d'alliance sur la base d'abord de convictions, c'est pas des alliances pour faire alliance, c'est des alliances pour empêcher l'augmentation des impôts locaux, pour renforcer les effectifs de la police municipale, pour défendre la laïcité et le cadre de vie face à la multiplication des assauts politiques du communautarisme dans nos communes, pour défendre notre patrimoine, pour améliorer le cadre de vie. Donc, sur la défense d'un projet très clair, mais il n'est pas interdit de penser qu'il y ait évidemment dans le cadre d'un second tour, si nous arrivons très largement en tête des premiers tours, une dynamique de rassemblement comme dans l'ensemble des élections. Et d'alliance. Et d'alliance potentiellement, vous voyez bien plutôt sûr. vers qui ? Plutôt vers les Républicains ? D'abord, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats des Républicains qui vont vouloir partir avec vous savez, le logo Les Républicains. Je pense qu'ils seront nombreux à vouloir cacher le logo des Républicains, mais moi, je vois une déconnexion aujourd'hui très claire entre la tête des Républicains, entre M. Retailleau, qui a été ministre d'Emmanuel Macron pendant 1 an et demi, et évidemment des électeurs, des militants, des sympathisants, des patriotes sincères qui, sur le terrain, sont parfaitement disposés à dialoguer avec nous, à créer des passerelles avec le Rassemblement national. Et moi, je pense que pour gagner, il faut faire l'union, il faut faire le rassemblement, il faut la coalition la plus large possible. Donc, s'il y a évidemment des patriotes sincères chez LR au niveau local, et il y en a, je leur tends évidemment la main. Une dernière chose, ce sera quelques mois avant la présidentielle, si le calendrier est maintenu. Est-ce que vous ferez de ces municipales un test national ? Vous savez, il y a toujours, dans une élection locale, un vecteur, un argument pour aller voter, qui est un argument à la fois de soutien au parti politique pour lequel on vote, mais aussi de contestation de la politique, en l'occurrence ici d'Emmanuel Macron. Ce que je vois, c'est que nous sommes très hauts dans un certain nombre de mairies, que nous pouvons gagner des élections municipales, nous pouvons gagner des mairies. Ce sera donc un test national. Écoutez, quand je vois les scores, j'ai vu un certain nombre de sondages sur Toulon, sur Menton, certains ont été publiés, d'autres non. Nous pouvons gagner beaucoup de communes. Et donc moi, je dis à nos compatriotes, le meilleur moyen de nous adopter, c'est de nous essayer avant. Et je note que partout où les Français ont fait le choix de maire Rassemblement National, ils ont été réélus lors des dernières élections municipales, dès le premier tour, et que la sécurité a été, en tout cas, nous avons fait des efforts importants pour assurer la sécurité de nos compatriotes malgré les défaillances de l'État. On va retrouver Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Rebonjour Étienne. Bonjour Francis, bonjour Jordan Bardella. 2 candidats pour une place, on a vu. Et oui, c'est ça. Les observateurs attentifs ont remarqué que Marine Le Pen, pour la citer, est très peu citée, elle. Dans votre livre, j'ai compté une fois en 400 pages. C'est pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire que les Français que vous rencontrez, ils ne vous parlent pas d'elle ? Non, d'abord, vous avez une manière très orientée de présenter votre question. Parce que c'est un livre de portraits sur le pays, sur les Français, sur cette France du travail que l'on n'entend plus et à qui j'ai voulu rendre la parole. Donc je suis allé à la rencontre de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos policiers, de nos enseignants, de nos chefs d'entreprise. Et donc j'essaie humblement de restituer les confessions et les confidences que me font les Français chaque jour. J'ai sorti un premier livre l'an dernier, qui est un livre plus personnel, dans lequel je parle très longuement de la relation que j'ai avec Marine Le Pen, que je rappelle dans ce livre, mais nous travaillons main dans la main. Vous savez qu'elle a choisi de constituer ce duo entre elle et moi, avec cette répartition des postes, entre notre candidate à l'élection présidentielle et ma candidature au poste de Premier ministre. Sur ce duo, si vous êtes candidat en 2027, ce sera un événement parce que vous serez le premier candidat du Rassemblement national non membre de la famille Le Pen. Est-ce que c'est une révolution, ça ? C'est pas une révolution, il y a eu des élections européennes, des élections législatives. Le candidat du Rassemblement national... La présidentielle, ça n'est jamais vu. Tête de liste. Non, mais depuis 1972. Ça, c'est de la cosmétique. Ça, c'est vous qui faites. Ce qui compte, c'est le fond. Ce qui compte, c'est ce qui est défendu, ce qui est proposé. Je vous rappelle, que Marine Le Pen, qui a fait appel de cette condamnation, honnêtement, qui a choqué beaucoup de Français avec exécution provisoire,
dans le cadre de ce désaccord administratif qui nous lie au Parlement européen sur la façon dont on utilise et dont certains assistants parlementaires travaillent. Il y a un appel. Nous comptons bien évidemment démontrer et prouver son innocence en appel. Et au moment où on se parle, elle est présumée innocente et elle reste notre candidate à l'élection présidentielle. Passons au fond, très bien. Question très simple. Si vous êtes candidat, qui décidera du programme ? Non mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Cher monsieur, important. nous travaillons main dans la main. Est-ce que vous serez le représentant de Marine Le Pen ou un homme totalement libre à la rencontre des Français ? Nous travaillons main dans la main. Le projet que nous portons lors des élections européennes ou des élections législatives, nous l'avons conçu, travaillé main dans la main. C'est un projet qui vise à mettre fin aux raquettes fiscales que subissent aujourd'hui nos compatriotes, et notamment nos compatriotes les plus modestes, qui vise à relancer l'économie française et à protéger notre pays des grands périls existentiels que sont l'insécurité, l'immigration anarchique et les grands défis du monde. Donc, nous travaillons main dans la main. Je conçoit bien que le jeu va être de trouver les 7 différences entre Marine et moi. Vous n'y arriverez pas parce que nous avons une relation d'une très grande confiance, qui est une relation personnelle en plus d'être une relation politique. Et la victoire, quoi qu'il se passe et quoi que décide la Cour d'appel, reposera sur l'unité du ticket et du duo que nous formons avec Marine Le Pen. Donc je vais vous faire un scoop. Jusqu'à l'appel, nous allons faire campagne ensemble. Et après l'appel et jusqu'à l'élection présidentielle, nous ferons campagne ensemble. Et après Marine Le Pen présidente, elle l'a déjà dit, vous serez Premier ministre. Et l'inverse, si c'est vous le président, vous l'appelez à Matignon ? Elle a déjà fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être Première ministre. Et pour une raison très simple, c'est que Marine Le Pen consacre sa vie depuis maintenant plusieurs années en première ligne à la défense des Français. Elle le fait avec un certain talent, avec beaucoup de sincérité. Et je crois que les sondages qui lui promettent aujourd'hui une accession au second tour et la possibilité d'être élue présidente de la République attestent de cet engagement en faveur des Français. Donc, je vais vous dire, elle se prépare depuis plusieurs années à être présidente de la République, pas à être première ministre. Moi, je me prépare à être Premier ministre. Maintenant, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe à l'issue de cette décision de la Cour d'appel, nous serons présents sur la grille de départ de l'élection présidentielle parce que nous pouvons la gagner. Et je crois que nous avons une occasion historique de faire gagner nos idées en 2027. Non, merci. Quitte à la remplacer, dernière question, Jordan Bardella, s'il y a des élections législatives anticipées après dissolution, est-ce que vous pourriez être candidat à Hénin Beaumont à sa place ? Non, je ne serai pas candidat à Hénin Beaumont. En revanche, il est possible que je sois candidat si demain il devait y avoir des élections législatives, parce que... Ça, ce serait un scoop pour le coup. Oui, enfin, il n'y a pas de secret. Je veux dire, moi, je l'ai dit... Hier dans le Var, par exemple ? Non, pas du tout. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Si demain, il doit y avoir des élections législatives, moi, je suis président de mon groupe au Parlement européen, mais je veux dire, le contexte national... Vous n'étiez pas candidat la dernière fois. Je n'étais pas candidat la dernière fois. Je venais d'être réélu député européen. Nous venons de gagner les élections européennes. Mais si demain, il doit y avoir des élections législatives anticipées, ou peut-être d'ailleurs en vue d'élections législatives à l'été 2027, il n'est pas interdit de penser que je suis... vous serez candidat, bien sûr. Ça vous avez déjà vous avez déjà repéré des choses ? Oui, j'ai déjà quelques idées en tête, mais chaque chose en son temps. Par exemple, d'où vous venez ? Mais chaque chose en son temps. J'ai déjà été candidat en Seine-Saint-Denis à plusieurs reprises. Merci Étienne. Mais chaque chose en son temps. Ne brûlons pas les étapes. La dissolution, ça peut venir vite. Oui, si M. Faure arrête d'être la béquille d'Emmanuel Macron, oui, elle peut arriver vite. Merci Étienne. On va aller à Verdun où hier, l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a organisé une messe en l'honneur de Philippe Pétain. Son président a déclaré que Pétain avait été le premier résistant de France. Le préfet de la Meuse a saisi la justice pour des propos qu'il qualifie de révisionnistes. Vous soutenez le préfet ? Oui, je pense que le préfet a eu raison de soutenir de cette démarche judiciaire face à des propos qui sont nauséabonds. Je ne savais pas qu'il y avait des messes rendues, même dans des cadres privés, encore aujourd'hui en 2025, pour le maréchal Pétain qui a serré la main d'Hitler et qui a livré l'honneur et la dignité de notre pays à l'occupant allemand. Vous savez que... Lors de la Seconde Guerre mondiale, ça me met évidemment mal à l'aise comme beaucoup de Français. Les propos qui ont été tenus sur le parvis sont évidemment inadmissibles et j'approuve évidemment cette démarche judiciaire. Parce que l'accusation du RN ou du FN issue du pétainisme, vous l'entendez souvent de la part de vos opposants. Bon. Et Elisabeth Borne, vous vous souvenez, avait déclaré le RN est l'héritier du pétainisme, c'est ce qu'elle avait dit. Et vous aviez demandé des excuses. Oui, vous pouvez mais vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas acté en justice. Pourquoi vous n'allez pas en justice ? Non mais attendez. D'abord, Madame Borne, j'espère que d'abord vous ne reprenez pas à votre compte cette accusation. Non, je vous dis, à l'égard d'un parti politique, Monsieur Le Tellier, qui représente près d'un Français sur deux, si j'en crois les derniers sondages. Non, là, vous me faites un procès d'intention. Je dis vos opposants vous disent que vous êtes... Vous pouvez me rappeler le parti politique dont est issue Madame Borne ? Le Parti socialiste. Le Parti socialiste. Oui, le Parti socialiste, vous voyez, c'est la chambre parlementaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Vous voyez, en 1940.
Le Parti socialiste, c'est le mouvement politique en France qui a fait élire M. Mitterrand, qui a reçu de la part du maréchal Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy, à savoir la Francisque. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de Mme Borne. Mais pourquoi vous n'allez pas en justice, vous? C'est ça, c'était ça ma question. Mais parce que, je veux dire, d'abord, je n'aime pas cette judiciarisation du débat politique. Moi, je conteste les arguments politiques sur le fond. Et je conteste évidemment ces arguments-là, qui sont des arguments de dénigrement, qui visent à salir un parti politique qui représente des millions de Français, qui représente l'espoir de millions de Français. Quant à moi, je considère que l'honneur de la France était entre les mains du général de Gaulle et des marins de l'île de Sein, qui, les premiers, ont décidé de quitter la France pour mener la résistance depuis Londres et ainsi sauver l'honneur et la dignité de notre pourquoi pays. Vous n'alliez pas en justice, c'était ça ma question. Sur Boualem Sansal, un mot qui a été libéré cette semaine. Il est en Allemagne, parce que c'est en Allemagne qu'il a été accueilli. Et c'est l'Allemagne qui a fait les derniers moments pour qu'il puisse être libéré. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, doit se rendre prochainement en Algérie. À l'opposé de son prédécesseur, Bruno Retailleau, il défend le dialogue plutôt que le bras de fer avec l'Algérie. Est-ce que vous lui accordez le bénéfice de tenter quelque chose? Le monde qui vient et le monde qui est autour de nous, hélas, et on peut le regretter, mais c'est ainsi, ne respectera que le rapport de force. Nous vivons dans un monde où, en matière de géopolitique et de relations internationales, ceux qui mettront un genou à terre et ceux qui seront faibles à l'égard des régimes autoritaires, que ce soit l'Algérie, mais comme beaucoup d'autres régimes, seront condamnés à la servitude. Donc, face à l'Algérie, il faut rouvrir un dialogue très simple, poser sur la table nos exigences. Si l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants, eh bien, aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l'Algérie. Mais je me réjouis évidemment de la libération de Boualem Sansal, qu'on ne doit pas à la diplomatie française, malheureusement, et aux efforts de la diplomatie allemande. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique.